Donc, nous allons commencer par une présentation donc, de Mallory Souris sur la déclinaison des PNA en région, donc les plans nationaux d'action. Jusqu'à 10 heures, on vous présentera les objectifs des PNA concernés aujourd'hui, donc Milan Royal, Buzzard-Cendré, Pigry, Echeral, Déjeuner et Chiroptère. On présentera aussi un petit retour du national sur ces pénales et quelques actualités qu'on peut vous présenter tout de suite. Et également une action phare du PNA de cette année. Et puis, de 10h à midi, on va se répartir en 3 ateliers. Donc, logiquement, vous avez reçu plutôt des invitations particulières sur l'un ou plusieurs de ces ateliers. Donc le premier qui est présentation des habitats, préservation des habitats naturels pour ces espèces PNA, quels enjeux et actions à mettre en œuvre pour les collectivités territoriales. Donc voilà, c'est plutôt ces structures-là qui sont invitées sur l'atelier 1. Pour l'atelier 2, c'est une présentation du projet élève et comment le démultiplier à l'ensemble, ou en tout cas le démultiplier sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc sur ces structures-là, ça peut également aussi être des collectivités, mais aussi animateurs Natura 2000, structures travaillant dans la gestion de l'eau notamment. Et enfin, l'atelier 3 qui sera le premier groupe de travail bocage inter-PNA. Donc là également, des personnes plus ciblées, bocage, services de l'État ou animateurs de plans nationaux d'action à l'échelle Auvergne-Rhône-Alpes. On vous propose une petite modification par rapport à la conclusion. Pour peut-être se laisser peut-être un petit peu plus de temps, on vous propose de vous faire une petite restitution par mail de ces différents ateliers pour peut-être plus respecter les délais globaux. Eh ben, Mallory, je vais te laisser la parole. Je ne sais pas si tu veux partager toi-même ton diaporama ou tu veux qu'on le fasse pour toi. Eh ben, je vais essayer. D'accord. Est-ce qu'il est visible? Alors, je ne le vois pas. Ce que je ne vous ai pas dit non plus tout à l'heure, pour chaque présentation de PNA, on prendra 1 ou 2 questions, pas plus, pour le gain de temps. Ça y est, on le voit, Mallory. Ok, très bien. Bon, ben, je vais commencer. Donc, mon temps est déjà écoulé, donc je vais essayer d'être rapide. Donc, je vais vous présenter quelques informations pour mettre à peu près tout le monde au même niveau sur les PNA et leur application en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, un petit rappel sur les PNA. Donc, ce sont des outils qui ont été mis en place par le ministère en charge de l'écologie dans les années 90 et qui visent des espèces particulièrement menacées pour lesquelles il convient d'avoir des actions particulières sur les populations ou les habitats. Donc, c'est des outils qui viennent en complément de la réglementation liée aux espèces protégées. Donc, l'objectif de ces plans d'action, c'est de retrouver un état de conservation favorable pour les espèces qui sont visées. Alors, je ne sais pas si ça se déroule. Alors, un PNA, en fait, c'est un document qui fixe une stratégie pour une période qui va de 5 à 10 ans. Donc, la plupart des plans qui sont renouvelés ont plutôt une durée de 10 ans actuellement. Et donc, on fixe une stratégie avec 4 grands objectifs. D'avoir des actions qui permettent de suivre les populations de l'espèce qui est concernée, de pouvoir informer les acteurs concernés par la préservation de cette espèce et des habitats et le grand public. On a aussi des actions qui doivent permettre de restaurer les populations et les habitats de l'espèce, et des actions qui sont particulièrement importantes aussi pour pouvoir intégrer la préservation de l'espèce dans les politiques publiques et les activités humaines. Donc c'est un des cœurs des PNA. Donc ces PNA, c'est des outils volontaires, donc ils ne s'imposent pas aux acteurs. Un PNA, ça fonctionne si les différents acteurs qui sont concernés se mobilisent, qu'ils soient institutionnels, socio-économiques, associatifs, de la sphère État, par exemple. Donc, c'est vraiment des outils collaboratifs. Alors, en Auvergne-Rhône-Alpes, on est concerné par un certain nombre d'espèces qui bénéficient d'un plan national d'action.
Donc, je vous ai mis la liste sur ce diaporama. Donc, ça touche pas mal de groupes différents. Alors, avec quand même une grosse majorité des PNA qui touchent les oiseaux. Mais on a également des PNA sur les mollusques, poissons, amphibiens, reptiles, mammifères et sur la flore et les habitats naturels. Alors, les espèces qui sont soulignées sont les espèces pour lesquelles la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes est coordinatrice au niveau national. Donc, ça veut dire qu'on a la charge de mettre en place le PNA pour cette espèce sur toutes les régions de France. Voilà, donc une petite nouveauté par rapport à 2021. En 2022, on va devoir animer au niveau national 2 nouveaux plans. Donc qui nous concerne aujourd'hui, par exemple, la pie-grièche, enfin, le plan pour les pie-grièches, et un PNA sur la moule perlière. Alors, comment ça se passe un PNA en termes de mise en œuvre? Il y a 2 niveaux. Il y a le niveau national et le niveau régional. Je vais passer rapidement sur le niveau national. Il faut juste savoir que le ministère nomme une réelle coordinatrice. Donc nous, par exemple, on va coordonner 7 PNA en 2022. Il y a des consultations qui sont faites lors de la phase d'écriture du plan, notamment auprès du CNPN, du grand public, des autres ministères et autres services. Et ensuite, la DREAL coordinatrice va nommer une structure rédactrice puis animatrice et va s'appuyer aussi sur un comité de suivi, un comité de pilotage pour mettre en œuvre les actions nationales du PNA. Et ensuite, ce PNA est décliné dans chaque région. Donc voilà ce qui se passe au niveau régional pour Aura. Donc chaque région a un peu sa façon de fonctionner. Là, je vous présente celle qui nous concerne. Donc en DREAL Aura, on a fait le choix de lancer des appels à manifestation d'intérêt pluriannuels pour choisir nos animateurs de plan d'action au niveau régional. Donc la LPO a par exemple été retenue pour les PNA dont on va parler aujourd'hui, Milan, Pie-Grièche, Busard, Râle, et Chauve-souris Auvergne et la LPO, par exemple, pour les chiroptères dont on va parler aussi aujourd'hui. Donc cette structure animatrice, elle échange régulièrement avec l'ADREAL et elle échange aussi régulièrement avec les différents acteurs du niveau régional au travers d'un comité de pilotage ou d'une réunion comme aujourd'hui. Le but du jeu, c'est d'avoir des porteurs d'action, donc des partenaires techniques qui vont pouvoir mettre en œuvre des actions au niveau régional. Et pour ce faire, on a aussi des partenaires financiers qui peuvent être les agences de l'eau, la région, des collectivités, des partenaires privés, qui vont pouvoir permettre de cofinancer avec l'État des actions qui permettent de mettre en œuvre le PNA au niveau régional. Et voilà, et tout ça est animé par la structure animatrice régionale. Donc là, actuellement, l'animation est confiée à la LPO pour les plans dont on parle aujourd'hui pour une période de 5 ans. Donc un animateur régional, on lui a confié plusieurs missions, organiser notamment la webconférence d'aujourd'hui et un comité de pilotage plus à destination des financeurs. Il a aussi pour rôle de pouvoir appuyer les services instructeurs pour faciliter l'intégration de ces espèces-là dans les dossiers réglementaires ou dans les politiques publiques. L'animateur régional va aussi valoriser les données, les productions qui sont réalisées sur l'espèce au niveau régional et faire remonter des éléments au niveau national. Et va participer à des groupes de travail nationaux ou régionaux. Il y a un travail très important aussi qui relève de l'animateur, qui contacte, qui a eu l'occasion de travailler avec chacun d'entre vous, c'est de pouvoir faire émerger des actions au niveau de la région Aura, donc de pouvoir appuyer techniquement des porteurs de projets dans le montage de leur action, donner des informations sur les financements disponibles, sur la priorité de l'action dans le cadre du PNA, voilà, donc apporter un appui aux porteurs de projets éventuels. Donc voilà, très très rapidement, donc en 10 minutes c'est assez rapide, je vous ai mis quelques liens utiles sur les PNA en Aura. On a quelques pages dédiées sur cette politique-là sur notre site internet. Donc je vous encourage à aller jeter un coup d'œil. Vous avez notamment le tableau des contacts donc, de tous les animateurs régionaux pour les PNA qui nous concernent et des contacts en DREAL pour chaque PNA. Vous avez également 2 sites qui sont intéressants pour avoir des données sur la répartition et la biologie de l'espèce. Vous avez l'Observatoire régional de la biodiversité. Donc l'illustration que vous avez à droite de la diapo, c'est un extrait par exemple pour le busard cendré. Donc vous pouvez retrouver des informations sur la répartition et
et un lien vers le site de l'INPN pour avoir des informations sur l'espèce. Vous avez également le site Datara, où on a mis en ligne des couches de répartition de certaines espèces PNA. Donc je vous encourage à aller les consulter en cas de besoin. Et on a mis aussi en ligne quelques films, notamment sur le projet élève pour lequel on a un atelier ce matin. Quelques films qui ont été réalisés par Ecodrone sur des actions de PNA en région. Également, je profite de mon intervention pour refaire une publicité sur des posters qui sont à disposition de qui en auraient besoin pour une réunion, pour sensibiliser sur les plans d'action. Donc, c'est des posters qu'on avait fait à l'occasion d'un séminaire en 2017, mais qui sont pour la plupart encore d'actualité. Donc, ils sont à votre disposition. Vous pouvez les réserver en nous contactant sur l'adresse qui est sur la diapositive. Donc, c'est des grands kakémonos. Voilà. Et quelques autres liens utiles que je me permets de rappeler aussi par rapport à nos partenaires financiers. Les actions des plans d'action sont très largement financées par d'autres financeurs que l'Adréal, notamment la région et les agences de l'eau et l'OFB également via certains appels à projets. Donc je vous ai remis des liens vers les différents appels à projets en cours, les principaux qui participeraient, qui peuvent participer au financement d'actions. Donc j'attire juste votre attention sur les projets, les appels à projets agences de l'eau, qui ne sont pas restrictifs aux seules espèces aquatiques, qui peuvent permettre de financer des actions, notamment l'Agence de l'eau Loire-Bretagne a ouvert des possibilités de financement sur la pie-grièche, le râle, le busard cendré. Voilà, donc très rapidement pour cette présentation de l'application des plans d'action en aura. Donc je vais arrêter la présentation. Si vous avez des questions. Alors, n'hésitez pas à lever la main. Vous avez donc sur Teams, là, une petite main que vous pouvez lever si vous voulez poser des questions pour que les gens ne parlent pas en même temps. Merci Mallory, en tout cas. De rien. Alors, je ne vois pas de petites mains se lever, donc on va commencer avec la présentation des PNA. Toi, la parole, Anthony. Oui, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement et si vous voyez bien l'écran. Tout est bon. Bon, et ben c'est parfait. Du coup, succinctement, donc on va effectivement présenter les objectifs et on s'en tiendra simplement aux objectifs des 5 PNA qui sont listés ci-dessous. Donc du coup, on va commencer par le Milan Royal avec une petite actualité nationale qui est la rédaction d'un guide Milan Royal éolien, justement en lien avec les problématiques que cela peut engendrer. Donc la conception a déjà commencé l'année dernière, elle s'est poursuivie cette année avec notamment la rencontre et des échanges avec les bureaux d'études et les différents promoteurs et syndicats éoliens pour, on l'espère, une finalisation et une parution de ce guide éolien courant 2022. On l'espère sur le premier semestre 2022. L'idée étant voilà, de prendre en compte la problématique, si on peut appeler ça une problématique du Milan Royal avec l'énergie éolienne, ou l'inverse d'ailleurs, la problématique de l'énergie éolienne vis-à-vis du Milan Royal. Ce sera à chacun de l'interpréter comme il le souhaite. Donc voilà pour cette actu nationale. On va vous passer cette diapo sur l'aire de répartition qui concerne le Milan sur notre région. Donc vous le voyez avec principalement 3-4 départements qui sont concernés, donc la Haute-Loire, le Cantal, le Puy-de-Dôme et la Loire, mais aussi d'autres bastions de population comme en Haute-Savoie, sur le plateau des Bornes qui est représenté par cette tache orange. Donc on voit une légère évolution entre l'ère de répartition 2018 et 2020 où le Milan Royal est légèrement en expansion sur la région. Et donc on peut justement, grâce aux inventaires qui sont faits,
améliorer cette connaissance. Et donc, du coup, l'amélioration de la connaissance, c'est justement un des objectifs. Donc, il y en a 6 en tout sur le PNA. Le premier, donc, c'est la prise en compte de l'espèce dans les différentes politiques publiques. Donc, justement avec le lien avec donc que ce soit la PAC ou différentes politiques, voilà, que ce soit françaises ou européennes. Je ne rentrerai pas plus dans le détail. Donc, je parlais de l'amélioration des connaissances qui est l'objectif numéro 2, avec une veille de différentes populations à la fois nicheuses et hivernantes qui est effectuée. Donc, ça, c'est tous les ans. Sur des zones échantillons en région, mais également de manière plus large aussi. On parlera de l'amélioration des connaissances avec le programme Life Eurocate qui sera présenté tout à l'heure, plus en détail. L'objectif 3, donc, c'est bien sûr la restauration des habitats, puisque ça fait partie, la préservation et la restauration des habitats, d'une amélioration importante si l'on veut permettre à la population de s'étendre et de se développer. L'objectif 4, je parlais de mortalité tout à l'heure avec la problématique éolien. Il y a aussi une problématique sur l'empoisonnement qui est assez forte. Cette année, on a 11 cadavres de Milan royaux qui ont été empoisonnés, plus 7 qui sont aujourd'hui à l'analyse et dont on attend les résultats. Et donc ça, c'est les cas de mortalité qui sont connus et recensés par la LPO et nos partenaires, en sachant que du coup, il peut y en avoir et il y en a sûrement beaucoup plus. Les objectifs 5 et 6, donc favoriser l'acceptation locale. Donc là, on revient sur une sensibilisation, notamment auprès des agriculteurs, puisque c'est une espèce qui est liée particulièrement au milieu ouvert et donc du coup au milieu agricole. Et l'objectif 6, eh bien, du coup, c'est l'animation et la coordination de ce plan-là. Donc, comme on peut le faire, par exemple, actuellement, aujourd'hui, avec cette webconférence qui est d'essayer de partager au maximum les connaissances et les informations qu'on a sur cette espèce. Si Romain, tu es ici et disponible, je vais te laisser présenter les... Merveilleux, la technologie. Je vais te laisser présenter du coup les résultats du Life Eurocate, enfin en tout cas les tout premiers résultats. Oui. Je partage mon écran ou tu... Ouais, vas-y, si tu l'as sous le clic. Ça marche? Pas encore. Bonjour à toutes et tous. Donc je vous présente très rapidement. On n'a pas le diaporama encore, oui. Ah, zut. Comment ça fait? Tu l'as, Anthony, de ton côté? Je vais l'ouvrir. Bon, je sais pas pourquoi ça s'affiche pas. Je vais l'ouvrir de mon côté. Ouais, j'arrête le partage d'écran. Désolé. Ok. Donc je vais vous présenter rapidement le programme Life Eurocate, donc qui s'inscrit pleinement dans le cadre du PNA Milan Royal, vu ses objectifs. Donc il vise à réduire les causes de mortalité d'origine anthropique. On n'a toujours pas le diaporama. Non, désolé, mon ordi est un peu long, mais ça arrive. Si tu veux commencer, Ouais, je vais commencer. Ça va arriver. Donc les objectifs de ce live, c'est de réduire les causes de mortalité qui affectent l'espèce de façon importante, notamment la réduction de l'impact des empoisonnements et aussi l'identification et la résolution des cas problématiques d'électrocution et de collision, donc notamment sur le réseau électrique et sur les parcs éoliens.
vais refaire un essai quand même. Ça y est, on le voit. C'est bon. C'est bon? Romain, tu me dis, du coup, je vais te faire passer les diapos en même Alors temps. par contre, là, on voit un beau tour fauve. Là, c'est bon. Ah, c'est bon. Pardon, du coup tu peux aller à la diapo 3 déjà. Ouais. Donc en 2021, ce qui était à faire en région Auvergne-Rhône-Alpes, c'était l'inventaire et le suivi des couples nicheurs dans les ZPS qui sont concernés par ce live, à savoir les Gorges de la Loire et la Planaise de Saint-Flour, afin de pouvoir au printemps équiper 25 juvéniles de balises GPS GSM. Donc ce programme LIFE, l'objectif pour lutter contre les causes de mortalité, en fait, c'est d'équiper plusieurs centaines de mineurs royaux à l'échelle européenne. Donc en 2021, il y a eu 9 coupes suivies dans les Gorges de la Loire et 75 coupes sur la Planaise de Saint-Flour, ce qui nous a permis d'équiper 26 oiseaux, un de plus de prévu, 6 dans la Loire et 20 dans le Cantal. Anthony, je te laisse faire défiler. Donc quelques premiers résultats concernant l'émancipation des juvéniles. On a été très surpris parce qu'elle a été rapide dès mi-juillet pour la totalité des 6 jeunes nés dans les Gorges de la Loire, qui se sont largement dispersés et notamment en direction des plateaux auvergnats, puis Dôme, Cantal et Haute-Loire. Et un oiseau est même allé visiter la Suisse puis l'Allemagne. Et à contrario, les 20 autres juvéniles de la Planaise de Saint-Flour se sont très peu dispersés. Et ils sont tous restés sur la Planaise, à l'exception de quelques-uns qui ont traversé la Lannion pour rejoindre le sud du Césalier. Suivant. Et donc on explique cette énorme différence de dispersion entre les deux populations équipées par des fortes densités de campagnols sur la Planaise de Saint-Flour en 2021, ce qui a possiblement donc entraîné une faible dispersion des jeunes qui avaient à manger sur place, avec 2 zones de prédilection sur la haute Planaise et le sud de la Planaise. Les oiseaux sont partis en migration à partir de fin septembre jusqu'à fin octobre, avec un maximum au cours de la 2e semaine d'octobre. Et il restait encore 4 oiseaux qui n'étaient pas partis en migration, qui restaient sur la Planaise ces derniers jours. Donc la destination de ces jeunes, 2 oiseaux sont restés sur le piémont pyrénéen jusqu'à ce jour. Et la vingtaine d'autres oiseaux équipés ont tous traversé les Pyrénées par la partie occidentale de la chaîne, essentiellement au Pays Basque, pour se rendre en péninsule ibérique dans des zones qu'on avait déjà identifiées comme étant préférentielles pour l'espèce, avec les 10 ans du programme de marquage coloré qu'on avait pu faire en Auvergne. Et donc 4 oiseaux qui sont encore sur la Planaise. En 2021, on en est à 37 cadavres signalés en région Auvergne-Rhône-Alpes, donc ce qui est sûrement une des plus grosses années. Donc il y a eu un empoisonnement massif en Ardèche, plus 1 ou 2 par-ci par-là. Donc on est à 11 oiseaux dont on est sûr qu'ils ont été empoisonnés, notamment avec des produits illicites comme le carbofuran. Au moins 7 oiseaux collision avec des véhicules et 3 oiseaux par électrocution. Donc dans ces 37 oiseaux retrouvés, 7 l'ont été grâce à leurs balises posées dans le cadre du programme Life for Kite.
Donc dans le détail, sur ces oiseaux, parmi les oiseaux équipés cette année en Auvergne-Rhône-Alpes, un est mort quelques mois après avoir quitté son nid, mais à proximité de son nid, à Talisa, électrocuté sur un petit pylône électrique dangereux. Donc il y a eu nous avons demandé à Enedis de faire des travaux et la ligne a été neutralisée. Et un autre oiseau, un de ceux qui est parti en Espagne est mort en Extrémadour, a priori aussi électrocuté, mais on n'a pas de certitude pour l'instant. Contrairement aux autres oiseaux qui sont venus d'ailleurs en Europe, donc il y a eu à peu près un mort par département, en région quasiment. Donc plusieurs étaient dans des états malheureusement trop dégradés, même avec la rapidité de l'information de la balise, pour qu'on ait des résultats fiables des autopsies et des analyses. Il y a quand même eu, donc la LPO a déposé plainte pour un oiseau dans l'Ain. Et puis là, en ce mois de novembre, on a eu 3 oiseaux sur la partie auvergnate, dont les autopsies sont en cours. Je ne peux vous en dire plus actuellement. Merci. Donc on va prendre donc une ou deux questions, si vous voulez lever la main. Je vous laisse quelques secondes, le temps de trouver comment lever la main si besoin. Et ben, nous allons enchaîner avec les pigrièches, donc. Anthony, je te laisse repartager. Oui, vous allez me dire si c'est bon. Je pense que normalement, oui. Oui, c'est bon, on voit, ouais. Donc, pareil pour le PNA Pigrièche, quelques petites informations nationales. Mais Mallory en a déjà parlé tout à l'heure. Effectivement, la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes sera la nouvelle DREAL coordinatrice pour ce nouveau plan-là. Et donc, il est en cours d'élaboration, dont l'année 2022 voilà, sera son année de démarrage. Donc, c'est en cours de finalisation. Donc, voilà, ça va être à suivre très prochainement. Comme tout à l'heure, une carte de répartition des pigrièches qui sont suivis là dans le cadre de ces plans-là, donc pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on a les 3 pigrièches, donc tête rousse grise et méridionale. Donc la tête rousse qui est présente plutôt dans l'Allier, un petit peu sur le Cantal et en Ardèche. La pigrièche grise, donc Haute-Loire, Cantal et surtout Puy-de-Dôme, un petit peu dans la Loire. Et la pigrièche méridionale, il faut avoir l'œil puisque c'est dans le sud de la Drôme, je n'y arrivais plus, avec 2 petites taches rose-violette, ça dépend de la couleur de votre écran. Mais voilà à quoi ressemble l'aire de répartition de ces 3 pigrièches qui sont suivis dans ces plans-là. Comme tout à l'heure, pareil aussi, différentes objectifs à ces PNA. Du coup, là, ce qu'il faut regarder, c'est la colonne du milieu, donc le programme des pigrièches dans nos campagnes qui est à l'échelon massif central et qui a été monté, entre autres, donc, par la LPO Auvergne-Rhône-Alpes, justement pour rentrer dans le cadre des PNA. Donc c'est un programme propre au Massif central qui a été mis en place pour répondre à la problématique des PNA. Donc le premier axe, ça a été, comme sur chaque espèce, l'amélioration des connaissances, donc suivi des aires de répartition, c'est ce qu'on vient de voir par exemple, mais aussi amélioration de la connaissance des couples nicheurs et des sites de nidification. Sur l'axe de déclinaison numéro 2, donc c'est effectivement la conservation de l'espèce. Donc il y a des enjeux forts avec le milieu rural et notamment l'agriculture, puisque que ce soit d'un point de vue de la nourriture ou d'un point de vue de l'habitat, c'est effectivement le milieu agricole qui est particulièrement concerné pour la sauvegarde, ou en tout cas la pérennité de ces espèces-là. On en reparlera plus amplement tout à l'heure dans l'atelier numéro 2 avec la présentation du programme élève.
L'axe de déclinaison numéro 3, c'est un des axes les plus, j'allais dire, les plus importants ou les plus forts de ce programme d'épigréage dans nos campagnes, qui était vraiment axé sur la communication. Étant donné que l'espèce pie-grièche est bien trop souvent peu connue, ou oui, assez peu connue, ou j'allais dire mal connue du grand public, il est assez compliqué de protéger des espèces qui sont peu ou pas connues du grand public. Donc du coup, il y a tout un pan d'action qui est décliné justement pour arriver à améliorer cette connaissance auprès du grand public. Et pour terminer, donc l'objectif numéro 4, qui est une déclinaison de ces précédents objectifs-là sur plusieurs territoires, donc le territoire de Vest-Mézin-Gerbier, le bassin de l'Adore et le parc naturel régional des volcans d'Auvergne, où là, pareil, il y a ces mêmes objectifs-là qui ont été déclinés avec quelques actions bien spécifiques. Sans s'attarder plus sur ces objectifs-là, on va passer la parole à Sébastien. S'il est là, je ne l'ai pas vu arriver, mais j'ai espoir qu'il soit bien là pour nous présenter la malle pédagogique. Donc justement sur cet aspect de communication. Est-ce que tu veux partager ton écran? Ouais, merci. Je suis bien là et normalement, ça va arriver à l'écran. Allez, super. On va commencer par le début, c'est mieux. Donc, effectivement, comme disait Anthony, donc les actions qui concernent donc la communication sont très développées du coup dans le projet qui concerne les différentes espèces de pie-grièche donc d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc l'une de ces actions, ça a été donc de développer un livret pédagogique en fait pour permettre donc de faire connaître la biologie des différentes espèces de pie-grièche, notamment donc auprès des scolaires. Donc ce livret pédagogique, il a été donc réalisé au cours de l'année 2020. C'est le fruit d'un investissement à la fois de la LPO Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi de l'animateur de la Loire pour la LPO Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi de collègues du coup du Seine-Allier et également de collègues de la LPO Limousin. Donc ce sont ces trois associations qui se sont investies sur la conception de ce livret pédagogique. Donc comme je disais, qui a été donc terminé en 2020. Donc en gros, donc c'est un livret qui fait une 40aine de pages, donc avec pour cible plutôt donc les jeunes publics, donc primaire et début de collège. Et éventuellement plus âgés, on va dire en adaptant les activités. Et donc dès la conception de ce livret pédagogique, on avait inclus en fait dans notre cahier des charges d'en faire un livret qui était, on va dire, facile à s'approprier, donc pour en fait permettre une diffusion qui est libre et permettre à toutes les structures qui le souhaitent, de l'utiliser. Donc, notamment au niveau des outils pédagogiques qui sont proposés dans le livret, on a uniquement des outils qui sont facilement imprimables sur une imprimante quelconque et qui permettent aussi à des écoles, à des enseignants de s'emparer des outils. Donc en gros, ce livret pédagogique, il comprend deux parties. Donc une partie plutôt de présentation des espèces, de la biologie des différentes espèces. Donc le but, c'est de permettre soit à l'animateur ou à l'enseignant qui va utiliser ces outils d'avoir des informations, et puis pour des classes, on va dire, plus âgées, de pouvoir du coup aussi intégrer ces informations via la lecture des documents et l'observation des illustrations. Donc voilà deux exemples de double page du coup de ce livret pédagogique. Donc avec les différentes espèces de pie-grièches du Massif central qui sont présentées. Et donc voilà, après d'autres différentes informations sur la biologie, sur le régime alimentaire, sur les comportements de ces espèces, leurs particularités et des explications sur pourquoi
pourquoi chercher à les préserver? Et puis après, donc, toute une seconde partie donc, du livret qui comporte donc, différentes activités. Donc, il y a en fait par des moyens ludiques, l'idée de ces activités, c'est de faire découvrir du coup différentes facettes de la biologie des différentes espèces de pies grièches. Donc, je vous en ai affiché le début d'une de ces activités là sur la page de droite. Voilà, donc après, donc, dans l'idée, donc, permettre donc, à toutes les associations qui le souhaitent d'utiliser ces outils-là, donc aussi bien donc, au sein de la LPO, on a commencé donc, à les utiliser en 2021 auprès de différentes classes, donc avec des animations qui sont réalisées dans le cadre du programme de sauvegarde des pies grièches. Puis après, c'est de pouvoir en fait permettre notamment aux classes, aux écoles qui nous reçoivent de développer sur plusieurs séances du coup des activités concernant les pies grièches et donc de pouvoir aussi s'approprier les outils, de les développer sur plusieurs journées, plusieurs sessions, éventuellement sur le terrain et du coup développer la thématique avec une classe s'il y a l'envie de l'enseignant. Et donc après, sur la dernière partie de ce livret, on a toute une rubrique donc, qui concerne les outils qui permettent de réaliser les animations. Donc voilà, des choses qui peuvent se découper, etc. Donc des supports d'animation dont peuvent s'emparer les animateurs. Voilà. Donc, comme je disais, donc c'est un contenu qui est libre de diffusion. Donc, une fois que le livret a été terminé, on en a fait, on a communiqué sur sa sortie auprès d'un certain nombre de partenaires, donc associations de protection de la nature, autres que LPO, donc associations d'accompagnement de randonnée, éducation nationale, etc. Donc pour que cet outil soit connu du plus grand nombre. Et on a également proposé du coup des sessions de formation sur donc, les pies grièches, donc une qui a été faite dans le Cantal et une en Haute-Loire, pour permettre du coup d'apporter, on va dire, l'essentiel des informations sur ces espèces et que donc les personnes qui pourraient avoir envie de réaliser ces animations se sentent à l'aise et légitimes pour proposer ces animations. Donc, dans les personnes qui ont assisté à ces formations, on avait principalement des animateurs nature d'autres associations, des guides indépendants ou alors des accompagnateurs de randonnée qui ont envie de développer des animations centrées sur les pies grièches ou au moins d'avoir des informations sur ces espèces pour pouvoir en discuter plus amplement lorsqu'ils en croisent en sortie nature. Voilà en gros sur le public des personnes qui ont assisté à ces formations. On a l'ambition de pouvoir proposer au moins une nouvelle session de formation de ce type-là, du coup, dans le Puy-de-Dôme pour toucher les acteurs de ce département, et puis peut-être également dans d'autres secteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes si on nous fait part de l'envie de certaines structures de pouvoir en bénéficier. Et donc voilà, donc en gros entre le caractère donc libre de diffusion de ce livret et les sessions de formation qui sont proposées, l'idée et l'objectif qu'il y a derrière donc ce travail, c'est de permettre à un maximum de territoires qui sont concernés par ces espèces-là de proposer en fait des animations aux scolaires sur les pies grièches et donc de faire connaître ces espèces, notamment en touchant les jeunes publics. Voilà. Et merci pour votre attention. Donc on vous transmettra le lien pour télécharger les livrets en même temps que le diaporama, le compte-rendu. Donc si vous avez quelques questions, c'est le moment. Donc, pas de questions, on va passer au buzzer. Je te laisse passer directement sur la diapositive,
Anthony, merci. Donc voilà l'aire de répartition, l'évolution de l'aire de répartition du busard cendré, donc en 2018-2021. Donc on a réajusté l'aire de répartition. On a eu aussi des bonnes nouvelles entre guillemets avec quelques couples de busards qui sont revenus dans le Cantal. Généralement, les zones qui sont un peu plus claires, c'est pas forcément là aussi on a beaucoup de densité. Donc voilà la carte mise à jour avec la zone en jaune qui sont en plus pour cette année. Donc l'aire de répartition du busard cendré en Auvergne-Rhône-Alpes. Pour le busard, toujours, on a un petit peu une particularité pour cette espèce-là, c'est qu'on n'a pas un plan national d'action, mais un plan régional d'action. Donc pas forcément de nouvelles du PNA au niveau national à vous transmettre. Donc le premier objectif qu'on s'est mis en région, c'est améliorer les connaissances de l'espèce, tout simplement pour repérer les zones de nid et notamment les préserver. On a travaillé aussi pour l'enquête nationale pour avoir une idée de l'évolution de la dynamique de la population. Le second objectif, c'est la protection des espèces et de son habitat, donc à la fois les nids qui sont en danger dans les zones de culture ou de prairie, et aussi l'élevage des jeunes en centre de soins et les relâcher en milieu naturel. On a un troisième objectif qui est aussi en lien avec la sauvegarde de ces espèces-là, mais là qui est plus lié à la sauvegarde des habitats de cette espèce, notamment les milieux semi-naturels de type friche ou zone humide. Également, pour donner un exemple, le travail qu'on mène avec l'INRAE et l'IMAGRIN pour essayer d'identifier des variétés de céréales plus favorables à la nidification. Le quatrième objectif qui est sur la communication, la sensibilisation et la valorisation autour de l'espèce. Donc, par exemple, on a fait des affiches pour sensibiliser le public par rapport à cette thématique-là. Typiquement, dans le programme, c'est un peu le parent pauvre de des actions qu'on arrive à mener parce qu'on a déjà besoin de tellement de moyens pour les objectifs premiers que celui-là, malheureusement, il est un petit peu laissé pour compte au niveau global du programme, même si on fait quand même quelques actions. Et le dernier objectif qui est la coordination, l'animation du programme. Donc on va passer tout de suite avec l'exemple du drone thermique. Donc Clément, je te laisse la parole et la main. Oui, je partage, si j'arrive, la présentation. C'est en train de charger normalement. Donc en fait, ça fait déjà quelques années que nous utilisons le drone pour nous faciliter le travail non pas de recherche des nids, mais de visite en fait. Auparavant, on devait aller dans chaque nid à pied pour aller compter le nombre de poussins et estimer l'âge pour savoir s'il y avait besoin d'intervention ou non. Et la petite nouveauté, donc, c'est que cette année, via un financement FEDER pour un programme du courlis cendré, on s'est équipé d'un drone thermique pour la recherche du courlis cendré d'abord. Après plusieurs tests de plusieurs matériels, on a convenu d'un matériel, on a pris le matériel qui nous paraissait le plus efficace avec un rapport qualité-prix correct parce que ça va de peu d'euros à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et donc ici, on voit une petite tache magenta, on va dire, sur l'image. Et donc c'est la femelle de courlis cendré qui est en train de couver dans une parcelle de céréales, de blé, en Limagne. Donc suite à ce succès sur le courlis cendré, eh bien on a reproduit l'opération pour les busards. Donc les busards, on n'a pas de difficulté particulière à repérer les nids, mais comme on le voit sur l'image de gauche, dans certains cas, quand on vient pour poser une cage de protection,
les jeunes peuvent être déjà dispersés assez loin. Donc là, on a 3 jeunes avec 3 points rouges, blancs. Et ça peut être extrêmement difficile de les trouver tous, de les récupérer pour les remettre dans la protection juste avant la moisson. Donc de passer à la caméra thermique, ça permet vraiment de visualiser au mieux les poussins. Bon, là, une illustration des œufs, hein, même les œufs dégagent de la chaleur et on parvient à détecter la différence de température. Et l'intérêt le plus important pour les cultures de céréales, c'est les tests les plus aboutis qu'on a menés. C'est dans des cas de champs de blé complètement versés, donc sur l'image de droite, versés après des intempéries, une forte pluviométrie, un peu de vent. On a, alors je peux prendre un pointeur normalement, ici, là, on voit une petite tache blanche ou pas, alors que sur la caméra thermique, on voit très nettement un amas. Alors on ne distingue pas les individus, mais on a la présence d'un nid. Et donc ça, c'est quelque chose qui se repère quand même assez bien, d'assez loin. À pied, c'est impossible de trouver ce type de nid dans les blés, surtout si la femelle ne décolle pas, parce qu'elle peut rester cachée, même si des fois on passe à 2 mètres, elle peut ne pas bouger. Et pareil pour des poussins, hein, ils sont complètement silencieux et invisibles, donc à pied, on ne trouve pas ces nids. Ça, c'est extrêmement compliqué, on peut passer plusieurs heures avec un dérangement hyper important, un arrêt de nourrissage, etc. Alors que là, avec le drone thermique, on gagne énormément de temps et on diminue le dérangement. Le dérangement existe, mais il est diminué. Et on a bon espoir que du coup cette technologie permette aussi d'intervenir dans des cultures plus hétérogènes, enfin, ou dans des milieux plus hétérogènes. C'est-à-dire que le drone à caméra classique marchait très bien dans les nids de blé, enfin dans les nids qui étaient situés dans des blés très réguliers, pas du tout dans les zones, les prairies naturelles, les prairies marécageuses, avec des hauteurs de végétation, des densités de végétation très diverses. La caméra thermique devrait permettre de trouver les emplacements des nids dans ces milieux-là. Donc les friches, les zones humides ou les prairies vaguement naturelles. Voilà, j'ai fait bref pour la présentation de cette caméra thermique. Alors, est-ce que vous avez des questions? Vous avez le droit d'en poser, hein, quand même. On n'est pas en avance, c'est sûr, mais on grignotera les minutes qu'il faut sur les Alors, ateliers. il y a une Il y a question. 2 Oui. questions. Ouais. Donc, Monsieur Rossignol? Ouais, vous m'entendez? Oui, ça grésille un peu, mais on entend. Ok. Juste, est-ce qu'il y a des milieux où le drone fonctionne pas du tout, où vous avez remarqué son utilisation est limitée? Alors, sur les caméras thermiques, pour l'instant, non. Il y a juste des horaires à respecter. Il faut faire ça très tôt le matin, parce que plus on attend dans la journée, moins la différence de température entre le sol, la végétation et les oiseaux est importante. Donc, il faut faire ça plus tôt le matin. Après, pour l'instant, des milieux, non. On n'a pas encore été au bout de l'utilisation sur des héronnières, sur des nids de rapaces. A priori, on a des collègues qui ont essayé ça dans l'ouest de la France. Ça marche sur des nids de circaètes, de Milan. On peut repérer des nichés dans les arbres. Et a priori, il y a assez peu de limites quand même. Pour compléter quand même un peu, peut-être sur les nids de passereaux en milieu haies, etc. Quand il y a beaucoup de végétation, beaucoup de feuilles qui cachent en fait la température, là, c'est pas la peine d'essayer. Je complète quand même pour dire que là, voilà, sur les busards, on voit qu'il n'y a pas de dérangement, on a très peu, très limité. Sur le courlis, c'est la même chose. Par contre, sur d'autres rapaces, notamment, ça peut être le cas. Donc voilà, c'est chaque chose, comment dire, pas à pas, on n'encourage pas à aller chercher tous les nids de toutes les espèces avec le drone thermique. Et donc, Romain. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très faiblement. Alors, ouais, c'est mieux. Sur ce micro, c'est bon? Ouais. Okay, oui, juste une petite question par rapport à la caméra là. Quand vous faites, par exemple, on a vu l'image des jeunes qui étaient dispersés. Est-ce qu'il y a eu déjà une étude sur le biais d'observation par rapport à savoir que c'est bien les jeunes, par exemple, sur celui qui est en bas à droite, comment savoir que c'est pas un faisan ou quelque chose? Est-ce qu'après il y a toujours une vérification, bien sûr, de ce qui est observé par la caméra?
Alors, on est tombé sur des chats, sur des alouettes. On n'a pas tombé sur du gibier, enfin du gibier, Des des lièvres aussi, une gallinacés, fois. quoi. Des lièvres aussi, ouais. Lièvres pour le On courrier, ouais. voit quand même assez facilement les silhouettes. Après, c'est vrai que là, sur cette image, vous la voyez aussi de petite taille, hein, en direct, on la voit mieux. On peut zoomer. Il y a un seuil de zoom qui est quand même correct. Sur la thermique, on peut zoomer 8 fois sans perdre trop de qualité et sans faire descendre le drone. Donc ça va assez vite de confirmer. Et après, là, pour les busards, on sait que le nid est par là. On sait que c'est les jeunes, quoi. Mais il y a aussi autre chose qu'il faut voir, c'est qu'il y a une double caméra, hein, sur ce drone. C'est ce que j'avais sur la diapo suivante, hein. Les photos ont été prises au même moment avec les deux caméras. Et donc, avoir la caméra RVB couleur classique permet aussi de contrôler visuellement ce qu'on voit, si c'est pas complètement dissimulé sous la végétation. Et ça, c'est très intéressant et c'est indispensable d'avoir les deux types de caméras sur le même drone. Ok, merci. Merci. Donc, on va enchaîner. Marie, je te laisse la parole. Ok, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Et on voit le diaporama. Ok. Bon, alors du coup, pour le râle déjeuner, ça va être assez rapide puisque on n'a pas été complètement, on n'a pas mis en place beaucoup d'actions via le PNA et qu'il y a un nouveau PNA qui est en cours d'écriture. Donc, moi, j'ai participé aux réunions du 21 et 22 octobre à Paris pour essayer d'intégrer un peu plus le réseau. Et ce qui est ressorti, en tout cas, des nouvelles. Ce qui est ressorti pour le prochain PNA, c'est qu'il fallait absolument restructurer le territoire d'animation, puisque, comme on le voit là sur les cartes, il y a eu une migration des effectifs des populations de râle déjeuner vers l'est du pays. Et donc, l'animation qui était plutôt peu existante dans l'est du pays doit vraiment être valorisée et mise en place. Je veux bien que tu passes à la prochaine, s'il te plaît. Merci. Donc, comme je le disais, l'évolution de la répartition des râles déjeuner a été vraiment importante, là, ces 20 dernières années. De la disparition de l'espèce à l'ouest, avec une forte diminution des effectifs, et du coup dans toute la France, et une responsabilité importante pour l'est du pays, puisque ça concentre maintenant 70% des effectifs. Suivante, s'il te plaît. Alors, je voulais juste faire du coup un petit zoom sur la nouvelle PAC, avec une mesure qui a été validée par les services de l'État sur la biodiversité, qui peut être intéressante de mettre en place pour le râle, mais aussi pour de nombreuses espèces prairiales. Donc, assez rapidement, c'est une mesure qui a plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est la mise en défend d'une surface qui peut se coupler avec un retard de fauche. Donc, comme vous voyez, il y a niveau 1, donc c'est la mise en défense. Niveau 2, retard de fauche, minimum 25 jours en moyenne. Niveau 3, 35 jours. Et niveau 4, 45 jours. Donc, en moyenne est important, puisque ça veut dire que si un agriculteur engage plusieurs parcelles en MAEC biodiversité, il pourra faire des retards de fauche, par exemple de 2 jours sur une parcelle et de 90 jours sur une autre. Donc, ça permet d'avoir un peu une modulation en fonction de la présence des espèces avérées ou pas dans les parcelles. Donc, c'est un peu une avancée par rapport à ce qui était très fixe en fait sur les MAEC auparavant. Voilà, je rentre pas dans le détail parce que de toute façon, les cahiers des charges ont encore un peu bougé, donc c'est pas complètement fixe, mais voilà, ça vous donne une idée de ce qu'on pourra mettre en place, en tout cas dans les prairies avec les agriculteurs pour la prochaine PAC. Alors là, du coup, donc c'est les objectifs du PNA, de l'ancien PNA. Donc moi, du coup, j'avais pas forcément prévu de vous présenter les actions puisque j'ai pas du tout travaillé dessus. Après, bon, de toute façon, tout est noté dans le diaporama, donc je pense qu'on peut directement passer aux mesures d'urgence, si ça vous va. Voilà, donc moi, je voulais faire un zoom sur les mesures d'urgence qu'on a mis en place en Isère. Le contexte, c'est que le département de l'Isère porte un PAEC où on a mis en place des MAEC retard de fauche dans des zones de prairies permanentes.
qui avait été préalablement définie parce que historiquement, on avait des râles qui passaient, qui avaient été un peu contactés. Le retard de fauche a été fixé au 15 juillet. On a pas mal d'agriculteurs qui se sont engagés sur un secteur un peu restreint, du coup 3-4 agriculteurs, donc ça permet quand même de faire des retards de fauche qui sont assez conséquents. Et pour suivre le CMAEC, on a décidé de faire pour l'évaluation des MAEC est passée par le suivi des tariers des prés, puisque c'est un secteur où on a beaucoup de tariers et très peu de râles. D'ailleurs, le râle avait disparu pendant de nombreuses années de ce secteur-là. Et en effectuant le terrain tarier des prés, on a eu des contacts avec des râles. Donc, c'était vraiment un peu un coup de chance de pouvoir tomber sur les individus qui s'étaient installés dans ce périmètre. Et on a contacté les agriculteurs qui connaissaient un peu l'espèce historiquement et on a pu mettre en place avec eux des mesures d'urgence. Donc, une mesure d'urgence, c'est quoi? Diapo suivante, s'il te plaît. Une mesure d'urgence, donc ça permet de mettre en défense une zone autour du râle. Donc dans l'idéal, c'est 12 hectares. Nous, on n'a pas mis 12 hectares parce que du coup, on avait, ça faisait des grosses surfaces, donc on a mis entre 4 et 5 hectares à chaque fois par râle. Donc des mises en défense jusqu'au 1er septembre pour que les agriculteurs puissent quand même effectuer une récolte. On est en zone de moyenne montagne, donc ils peuvent un petit peu encore valoriser l'herbe. La mise en place de fauches sympas, donc du coup, il y a une petite diapo qui vous présentera après, et une indemnisation des agriculteurs entre 350 et 500 euros hectare en fonction du contexte local. Donc nous, par exemple, en Isère, on s'est basé sur le barème des calamités agricoles pour calculer que la perte engendrée par la mise en défense est évaluée autour de, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'on a mis 400 euros. Voilà, donc en Isère, on a la chance d'avoir une mesure de pouvoir mettre en place cette mesure d'urgence grâce au financement du département, puisqu'on a une petite enveloppe pour faire de la protection d'espèces, du sauvetage un peu d'espèces. Donc on a mis en place cette mesure via les fonds du département, mais dans le cadre du PNA, il y a une enveloppe aussi pour pouvoir débloquer des sous pour ces mesures. Voilà, et du coup, la fauche sympa, bon, ça, de toute façon, je pense que vous connaissez un peu, mais nous, on préconise aussi aux agriculteurs qui ont des râles et qui mettent en place ces mesures d'urgence d'effectuer donc une fauche qui permet de moins perturber ou de générer moins d'écrasement sur les espèces qui nichent au sol. Du coup, une fauche centrifuge à vitesse plutôt réduite, en détourant les deux extrémités de la parcelle uniquement, avec une barre d'effarouchement. Donc ça, les agriculteurs ne les ont pas, mais ça serait du coup un travail qu'on aimerait bien mettre en place avec le nouveau PNA. Pas de fauche nocturne, pas de fauche en quinconce avec de deux tracteurs, mais ça, on est très peu concernés, nous, en Isère. Et avec une hauteur minimale de fauche de 7 cm pour quand même laisser un couvert pour la faune. Voilà, donc je suis désolée, c'est un peu succinct et un peu brouillant encore, mais du coup, on reprend juste le PNA RAL, là, donc voilà, ça se met en place, mais bientôt, ça ira mieux. T'inquiète pas, Paris, c'est très bien. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Eh ben, merci. Je vais laisser la parole à Lilian ou Pierre-Guy, je ne sais pas, à vrai dire. Lilian. D'accord. Merci. Je te laisserai afficher la diapo du coup. Merci. Bon, très rapidement, pour ne pas grappiller trop de temps, pour le dernier, du coup, le PNA Chiroptère. Donc, d'un point de vue cadre national, on est sur le 3e PNA Chiroptère. Donc, sur une période 2016-25 pour ce 3e PNA. Cette troisième vague de PNA sur cette cible 19 espèces sur les 35 qui sont métropolitaines. Donc, c'est le petit changement par rapport aux anciennes versions. Et en fait, les 10 actions intégrées dans ce PNA s'articulent autour de 3 axes qu'on va retrouver, qui sont à l'instar des autres PNA,
la connaissance, la conservation et la prise en compte dans les politiques publiques, et tout ce qui va être sensibilisation et réseau. Concernant la déclinaison du coup Auvergne-Rhône-Alpes, si tu peux, voilà, parfait. En fait, on a souhaité conserver la nomenclature de ces 10 actions et la même structuration, qui sont toutes affichées sous vos yeux. J'anticipe tout de suite la question. Donc, l'absence de l'action numéro 2, qui est une action sur la veille sanitaire et volontaire, juste parce qu'elle concerne des thématiques et des pilotes qui sont vraiment sur des choses nationales, sur tout ce qui va être virologie, bactériologie et suivi de tout ce qui va être mortalité. Donc, ce n'est pas forcément une action qui a de sens en local. Donc, les 9 actions restantes en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, la première, qui est vraiment celle sur la connaissance, qu'on appelle vulgairement l'observatoire. C'est une action qui est vraiment sur tout ce qui va être suivi, comptage, protocole d'amélioration de connaissances sur des périodes ou sur des espèces. Donc, je ne rentre pas plus dans le détail, parce on vous présente un exemple juste après. Et ensuite, vous avez toute une vague d'actions qui sont vraiment liées sur la conservation et sur la prise en compte dans les politiques publiques. Donc, à la fois, soit sur l'aménagement du territoire, donc c'est l'action 3, par exemple, qui nous concerne, par exemple, aujourd'hui, sur tout ce qui va être la prise en compte des corridors et autres. Des actions sur les gîtes, donc qu'ils soient souterrains ou bâtis, 4 et 5. L'action 6 sur tout ce qui va être infrastructure de transport, grands axes d'infrastructure, tout ce qui va être ouvrage d'art et ainsi de suite, qui abrite aussi des chauves-souris. L'action 7 spécifique à l'éolien, où on a un peu, à l'instar de ce qui se passe sur le Milan, des choses à travailler avec cette politique-là. La 8 sur la prise en compte des chauves-souris dans la gestion forestière et dans la forêt, donc c'est beaucoup de partenariats avec la forêt publique, l'ONF, ou la forêt privée, le CNPF, bien évidemment. L'action 9 sur l'agriculture. Et enfin, la dernière action, qui est celle qui intègre tout ce qui va être sensibilisation et animation des réseaux. Donc, à la fois sur le soutien au réseau bénévole qui, par exemple, organise tous les ans les comptages et suivis dans les sites d'hibernation, et qui, du coup, sert d'indicateur pour alimenter l'action 1 de l'Observatoire. Je ne perds pas plus de temps. Je vais laisser Pierre-Guy vous présenter un exemple de projet qui s'intègre dans l'action 1. Ok, merci Lilian. Et juste une petite aparté, Lilian a tellement l'habitude de travailler avec la LPO qu'il en oublie des fois, la spécificité aussi du PRA Chauve-souris, c'est qu'on est 2 structures co-animatrices, donc Lilian qui représente Chauve-souris Auvergne, donc principalement sur la partie auvergnate, et donc la LPO pour la partie Rhône-Alpes. Donc oui, je voulais vous présenter le programme Vigikiro, un programme de sciences participatives sur le suivi des populations de chauves-souris, sur le suivi long terme, qui est un programme où donc, tout un chacun peut s'investir et qui est piloté par le Muséum d'histoire naturelle, donc avec un protocole scientifique très, très cadré et robuste. Donc je te laisse passer à la diapo suivante. L'étude des chauves-souris, finalement, elle est basée un peu sur 3 volets. Un premier, la recherche visuelle des chauves-souris dans leur gîte, que ce soit dans les grottes, dans les bâtiments, où elles vont passer l'été ou l'hiver. On réalise également des captures. C'est la diapo là où on voit un petit canot pneumatique. On fait même des captures sur des plans d'eau avec des filets. Et ces captures nous permettent également aussi d'équiper les bêtes qu'on capture avec des émetteurs radio qui vont nous permettre de les suivre quelque temps et de trouver où sont les colonies. Donc ça, on va dire, c'est l'observation directe. Et puis sur la diapo suivante, il y a aussi une technique qui prend beaucoup de temps chez les chiroptérologues, c'est donc l'étude acoustique des chauves-souris, qui est donc, on va dire, une méthode indirecte qui nous permet, grâce aux signatures acoustiques des chauves-souris, de déterminer les espèces sans avoir besoin de les prendre en main, de les manipuler. Donc là, je vous présente rapidement, il y a 2 méthodes, hein, l'écoute active, où on écoute en direct la nuit les cris des chauves-souris, et une autre dite passive, où là, comme on voit sur la photo en bas à droite, on pose un détecteur qui va enregistrer toute la nuit
Et derrière, on va analyser ces sons qui vont nous permettre de nous dire, ben voilà, à tel endroit, on a enregistré telle et telle espèce durant la nuit. Donc ces appareils, c'est ces appareils qui vont être utilisés dans le cadre du suivi Vigikiro. Il y a une multitude d'appareils maintenant qui existent, du plus simple qui coûte une petite centaine d'euros au plus complexe, robuste et qui va pouvoir nous permettre de faire beaucoup de choses, qui va coûter jusqu'à 1500 euros. Donc sur la diapo suivante. Oui, bah voilà, je suis allé un petit peu, voilà, l'écoute passive, c'est vraiment ce qui nous intéresse avec Vigikiro. Donc, un participant à ce programme-là va enregistrer, va poser son appareil d'enregistrement et ensuite, pour faire simple, sans rentrer dans les détails, finalement, on va transmettre ces données au Muséum d'Histoire Naturelle qui, derrière, va traiter ces données et va en faire tout plein de choses que je vais vous montrer maintenant. Sur la diapo suivante et même celle d'encore après. Mais... Voilà, alors ça, oui, effectivement, pardon, je suis allé un petit peu vite. Ça, c'était pour vous montrer sur la carte avec les différents points. C'est l'état actuel en Rhône-Alpes. On est encore, ce sera effectif pour l'année prochaine. Là, on va vraiment agglomérer les résultats entre Rhône-Alpes et Auvergne. Donc là, je préfère vous présenter une carte qui est vraiment à jour sur Rhône-Alpes, plutôt que de faire quelque chose qui sera un peu plus approximatif pour le moment à fusionner avec l'Auvergne. Donc ça, c'est les différents points. Il y a plusieurs protocoles dans Vigikiro. Je vous présente le plus simple, c'est des protocoles de points fixes, c'est-à-dire que tous les ans, une fois qu'on est investi dans le programme Vigikiro, tous les ans, on va reposer notre enregistreur au même endroit. Donc ça, ce sont les points sur la région Rhône-Alpes, où tous les ans, on enregistre ce qui se passe quelques nuits par an. Donc vous voyez, on voit sur cette carte que voilà, la couverture est pas encore optimale. Il y a certains secteurs en Rhône-Alpes, c'est la même chose en Auvergne. Hein, et on a certains secteurs qui manquent cruellement de points fixes. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous en parle aujourd'hui. L'idée de ce Vigikiro, c'est vraiment de le déployer au plus vaste sur l'ensemble du territoire. Donc une fois qu'on a fait tous ces enregistrements, voilà, quand je dis on, c'est le Muséum d'Histoire Naturelle principalement qui va réaliser toute une série d'indicateurs, de référentiels grâce aux données qu'on leur fournit. Si vous êtes attentif, vous voyez même que ce protocole-là permet également de sortir des données intéressantes sur les orthoptères qu'on va également enregistrer pendant la nuit. Donc, des exemples de production de Vigikiro. Finalement, à quoi ça sert de poser tous les ans, c'est sur la diapo suivante. Hop. Une des utilisations, ça va être de fournir des cartes prédictives de distribution. C'est-à-dire que, comme on a de nombreux enregistreurs dans des milieux différents, ça va nous permettre, voilà, certaines espèces vont être plus enclines à se trouver dans certains milieux. On peut par exemple sur des milieux proches de milieux aquatiques. Et donc, on va pouvoir sortir des cartes voilà, qui nous disent, quand on est dans tel type de milieu, on a plus de chances de rencontrer telle espèce. Donc ça donne les cartes que vous voyez là, qui peuvent nous permettre, quand on n'a pas forcément une donnée, une information exhaustive de où se trouve telle espèce, et grâce au programme Vigikiro, ça nous permet d'avoir voilà, des informations prédictives qui peuvent parfois orienter des inventaires ou des mesures de protection pour les chauves-souris en ayant cette donnée-là indirecte du coup. Et une autre production de Vigikiro qui nous intéresse particulièrement, c'est les évolutions, les tendances d'évolution des populations de chauves-souris. Donc on a là c'est la période 2006-2019, donc maintenant 15 ans. On voit que globalement, c'est le graphique en bas à droite, globalement les populations de chauves-souris diminuent fortement, puisqu'on a quand même moins 38% sur les 10 dernières années. Et puis, on arrive avec Vigikiro à avoir des tendances par espèce ou par groupe d'espèces.
Donc là, deux tendances négatives, voire très négatives, avec donc, la pipistrelle de Natusius qui a entre de moins 27 à moins 60% de ses effectifs qui diminuent, et la noctule commune qui, elle, est en déclin dramatique, hein, puisque près de 90% d'effectifs en moins. A contrario, on a d'autres espèces comme la pipistrelle de Kuhl là, qui semblent se porter un peu moins mal, avec on va dire des populations plutôt stables. Alors l'écart est quand même assez grand, hein, quand on regarde là, ça va de moins 20% à plus 7%. Ça s'explique par ce que je montrais précédemment sur les cartes. On a certains départements ou certaines régions qui sont très équipées. Et puis il y a aussi des disparités régionales. Dans certaines régions, les milieux des espèces se portent mieux, donc les espèces également. Et à l'inverse, dans certaines régions, on a des populations qui se cassent la figure. Mais voilà. Donc on arrive, grâce à ce programme, à avoir des tendances des populations, soit globales, par groupe d'espèces, soit par espèce. Et donc, évidemment, plus on aura de points Vigitiro sur l'ensemble des territoires, et plus on aura une précision forte, et plus on pourra également sortir des tendances régionales. Pour le moment, il n'y a pas eu, on n'a pas encore suffisamment de données, et à la fois en quantité et dans le temps, pour sortir des tendances au niveau régional Auvergne-Rhône-Alpes. Mais donc, ça ne saurait tarder. Et je vous encourage tous à vous impliquer dans le programme Vigitiro pour nous aider à avoir une meilleure connaissance, et donc derrière pouvoir mettre en place de meilleures, en tout cas des mesures de protection plus efficaces et plus adaptées à la situation des chauves-souris. Voilà pour moi. Merci. Donc, le temps de prendre peut-être une question, parce qu'on a bien dépassé les délais, même si on a déjà, par principe, enlevé la dernière demi-heure pour gommer tout ça. Donc, je vous laisse peut-être lever la main. S'il n'y a pas de questions, on va se répartir en différents ateliers. Dans la conversation, donc j'ai déjà mis celui pour le groupe de travail inter-PNA sur le bocage. Donc je pense que Anthony et Clément vont mettre aussi les liens pour le projet élèves et les collectivités, ce que peuvent faire les collectivités pour les habitats de ces espèces PNA. Je tiens à remercier tous les participants à la construction de ces ateliers, et aussi à la participation de toute la matinée. Je tiens aussi également à remercier toutes les structures qui permettent de faire en sorte qu'on ait toutes ces actions sur les PNA, à la fois les financeurs qui sont principalement, donc là je ne vais pas tous les citer, mais la région, le FEDER Massif Central, l'État et les conseils départementaux. Et aussi donc toutes nos structures partenaires avec qui on travaille pour mener ces actions, et on espère avec de nouveau, c'est l'objectif de ces réunions de ce matin, dans l'avenir pour de nouvelles actions de connaissance, de conservation, de communication avec vous. Et à tout de suite dans les nouveaux ateliers, et on vous transmettra donc tous ces éléments pour tous les comptes rendus, les diaporamas prochainement. À bientôt. Ou à tout de suite. Merci.